je vais simplement faire de l'accueil puisque nous attendons le go du bureau de représentation du Parlement européen à Paris pour l'enregistrement. La personne qui est en train de parler s'appelle Olivier Brunet. Elle va être l'animateur de cette session en dialogue avec Valérie Hayé qui nous fait le plaisir de sortir de réunion au Parlement européen, mais elle va nous expliquer aussi comment se passe la vie d'une parlementaire européenne confinée. Et puis, je vais faire un binôme qui n'est pas un binôme, mais qui est un trio avec mes collègues de la Maison de l'Europe à Nantes, avec Margot et avec Estelle à la Maison de l'Europe en Mayenne. Mais nous allons nous présenter dans quelques instants, le temps que vous vous installiez confortablement dans votre fauteuil ou dans l'endroit où vous êtes confiné. Nous expérimentons un format de webinaire qui est relativement nouveau, qui va nous permettre de parler avec un ensemble de personnes des 5 départements des Pays de la Loire, ce qui est un format qui a été assez peu utilisé. Et donc, nous allons pouvoir circuler de la Vendée à la Sarthe, à la Mayenne, au Maine-et-Loire et en Loire-Atlantique. Et puis, à 19h, nous devrons nous arrêter parce que les parlementaires vont d'une réunion à une autre et Valérie Hayé a d'autres obligations à 19h. Mais je la remercie déjà en notre nom d'avoir trouvé le temps de nous parler de sa connaissance des réponses à la crise du coronavirus que nous visiterons dans ses différentes dimensions, la dimension sanitaire et puis la dimension économique, tout en lui laissant la parole, je dirais, largement sur ce qu'elle souhaite en fonction de ses compétences. Et je me réjouis de dire que le webinaire est maintenant diffusé en direct sur Facebook. Donc, j'imagine que nous sommes enregistrés, que nous pouvons démarrer officiellement, bien que j'attende encore quelques instants d'avoir un go officiel de Lisa. Et Lisa, je la remercie. Lisa est la personne qui, au bureau du Parlement européen à Paris, nous a permis l'organisation de cette session. Cette session est organisée, donc, bienvenue, avec les 5 centres d'information Europe Direct des Pays de la Loire, les 4 maisons de l'Europe situées en Sarthe, en Mayenne, en Maine-et-Loire et en Loire-Atlantique, ainsi que le centre d'information Europe Direct adossé à la mairie de La Roche-sur-Yon. Ce webinaire va nous permettre de discuter des thèmes d'actualité. Nous avons une invitée qui est Valérie Hayé. Valérie Hayé qui est bien connue, je pense, en Pays de la Loire, en tout cas en Mayenne et au-delà. Je vais vous la présenter brièvement et puis elle n'hésitera pas à compléter quand elle va commencer à prendre la parole. J'avais noté, Valérie Hayé, que vous êtes née en 1986, que vous avez une vie politique à l'UDI, vous avez été l'assistante de Jean Arthuis, vous êtes République en marche, vous avez été vice-présidente de la Maison de l'Europe à Mayenne, vous êtes encore au Conseil départemental de Mayenne, vous avez été élue sur la liste En Marche en 19e position et vous êtes une des 98 députés du groupe Renaissance au Parlement européen. Vous êtes membre titulaire de la commission du budget, vous êtes également membre de l'équipe de négociation du cadre financier pluriannuel et suppléante de la commission ITRE, ce qui veut dire dans notre jargon, le jargon bruxellois, l'industrie et la recherche. Voilà, peut-être voulez-vous dire quelques mots déjà, Valérie Hayé, pour nos auditeurs. Merci, bonsoir à tous. Merci d'avoir organisé ce webinaire. Effectivement, je crois que le portrait que vous avez dépeint de moi est assez juste. Alors peut-être un mot introductif avant de pouvoir échanger sur les préoccupations des participants. Alors dans la crise, ce qu'on retient, moi ce que je retiens du début de cette crise, c'est les griefs qu'on a adressés à l'endroit de l'Union européenne. L'Union européenne n'a pas réagi à temps, elle n'a pas réagi suffisamment. D'ailleurs, la présidente Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, a présenté ses excuses au début de la crise pour ne pas avoir su trouver les mots, su réagir suffisamment. Alors, une fois passé cette étape de sidération qui nous a tous parcouru, je pense, l'Union européenne a agi. L'un des premiers freins, ça a été aussi que la compétence santé ne relève pas d'une compétence de l'Union européenne. Donc, une fois que la demande a été formalisée auprès de la Commission, celle-ci a agi par de la coordination d'abord et puis par des mesures aussi budgétaires dont on va peut-être reparler parce qu'effectivement ça concerne plus particulièrement ma casquette, mais les mesures sanitaires, elles ont
était présente sur le thème de la coordination davantage. Et puis, il y a une bataille de communication aussi. Hein. C'est aussi l'un des griefs qu'on a pu faire, ce qui a pu justifier qu'on a attaqué l'Union européenne. La Chine, les puissances extérieures qui ne nous veulent pas que du bien, sont allées sur le terrain de la communication pour dire qu'elles sont intervenues pour aider les Italiens, etc. Or, peut-être qu'il y a aussi eu un déficit de communication côté Union européenne parce qu'on a fait des choses. Peut-être qu'on a pêché aussi l'ensemble des institutions sur ce point-là. D'autant plus, et pour terminer le volet communication, parce que ce qu'on a retenu aussi, malgré tout, c'est aux yeux du grand public, ces sorties, ces déclarations de certains chefs d'État et de gouvernement qui sont contraires à l'esprit de solidarité qui doit présider et qui est l'une des valeurs de l'Union européenne et qui n'a pas toujours été mise en avant dans le cadre de cette crise. Alors, les mesures qui ont été mises en œuvre, elles sont essentiellement de deux ordres, économique et budgétaire. Il y a tout ce qui a déjà été mis en œuvre. La Commission a levé assez vite les mesures en termes sur le pacte de stabilité et de croissance. Elle a assoupli les règles en matière d'aide d'État. Elle a mis en œuvre le budget européen pour faciliter une partie de l'utilisation des fonds de cohésion à hauteur de 37 milliards. Elle a débloqué 3 milliards d'euros dans le budget. Il y a aussi différents instruments qui ont été déployés. La Banque centrale européenne s'est engagée dans une logique de rachat de dette. La Banque européenne d'investissement a lancé des prêts bon marché. Il y a une multiplicité, une panoplie d'instruments qui ont été mis en œuvre. Il y a aussi des réponses importantes qui ont été actées, comme la mise en œuvre du mécanisme européen de stabilité ou encore le mécanisme SURE pour accompagner l'assurance chômage. Donc ça, c'est tout ce qui a été mis en œuvre, je le dis très schématiquement. Et puis, il y a tout ce qui reste à faire, parce qu'il reste beaucoup à faire. Quand on met tout bout à bout, c'est plus de 3 000 milliards d'euros qui a été mis en œuvre, tout plan confondu, plans nationaux et plans européens. Et malheureusement, sans doute que ça ne suffira pas. Parce que la crise qu'on traverse, c'est une crise qui n'a pas de précédent. Si on doit faire une comparaison, c'est peut-être les années qui ont suivi la crise de 29. Et donc, il faut pouvoir y répondre avec ambition. C'est le sens de la résolution que le Parlement européen a adoptée il y a quelques semaines. Notre position, c'était de faire pression sur le Conseil et la Commission pour avoir une réponse ambitieuse à la hauteur de la crise. Aujourd'hui, on a pu faire acter le principe d'un recovery bond ou d'un fonds de relance. Donc la Commission a annoncé qu'elle allait faire des propositions pour la relance, axées sur le budget et sur la relance. On y viendra peut-être tout à l'heure un peu plus dans le détail, je n'en dis pas davantage. Nous, en tant que députés européens, moi à titre personnel et puis en tant que groupe politique, on a décidé de se mobiliser. L'enjeu pour nous, Parlement européen, c'est de faire entendre notre voix, faire entendre la voix des citoyens européens et faire passer le message très clair au Conseil et à la Commission qu'il reste encore des choses à mettre en œuvre et qu'il faut encore être ambitieux et que cette logique, cet impératif de solidarité, il doit encore se traduire en actes dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Et dernière chose, et j'en termine là, cette crise, elle a évidemment des effets dévastateurs sur le plan sanitaire et sur le plan économique, mais ça doit aussi être une opportunité, une opportunité pour changer notre modèle, pour engager les transformations qui étaient déjà sur la table, sur la digitalisation, sur le Green Deal, sur l'agenda social. Et donc, je veux aussi croire qu'on tirera le positif de cette crise, qu'une fois que la réponse sera mise en œuvre, on pourra aussi saisir cette opportunité en lien aussi avec la conférence sur l'avenir de l'Europe pour proposer un nouveau projet, une nouvelle vision pour la construction européenne. Voilà pour ce propos introductif. Bon, mais merci beaucoup pour ce propos introductif. Je vais ajouter une question et puis après, je vais tout de même prendre le temps de laisser la parole à Margot et Estelle pour bien expliquer aussi, compléter un petit peu le cadre dans lequel on va travailler. Je retiens en tout cas les mots-clés, je dirais, qui sont des mots encourageants de solidarité, de communication, d'action, des différentes mesures qui ont été prises, qui effectivement ne sont pas toujours très apparentes dans les médias français. Un grand journaliste, un grand journal a parlé des somnambules de l'Union européenne il n'y a pas très longtemps. Et peut-être pouvez-vous compléter un petit peu aussi, vous l'avez évoqué, ce que le Parlement européen peut faire dans ce contexte interinstitutionnel où, de fait, on voit apparaître un Conseil qui a bien du mal à prendre des décisions et à trouver des terrains d'entente, une Commission qui fait de son mieux, mais à qui
On peut faire parfois le reproche d'intervenir un peu trop tard ou de réintervenir ou de refaire une nouvelle proposition de budget. Et puis le Parlement européen, on n'en parle pas tant que ça actuellement. Et le confinement, évidemment, fait que les gens sont peut-être moins visibles. Et peut-être pouvez-vous compléter aussi ce tableau. Qu'est-ce qu'une parlementaire confinée peut faire? Vous travaillez vraiment normalement? Euh, alors, je ne travaille pas normalement puisque forcément, quand on est parlementaire ou quand on fait de la politique, on rencontre des gens, beaucoup. Donc là, on les rencontre, mais différemment. Ce qui est positif, c'est que, et ça, je pense que ça ne s'applique pas uniquement au Parlement, ça s'applique à tous les champs de la société, sous réserve que ce soit possible aussi en termes de méthode de travail, c'est qu'il y a des choses qu'on faisait systématiquement, physiquement auparavant, qu'on pourra demain faire selon d'autres modalités. Zoom est une modalité, mais je pense que ça facilitera aussi certaines discussions, certaines réunions. Mais sinon, oui, on travaille de la même manière. Moi, j'ai la chance, entre guillemets, d'être sur les sujets budgétaires et économiques qui sont les principaux éléments de la réponse à la crise. Donc, effectivement, j'ai un peu de pain sur la planche. Je sais que certains collègues, comme d'autres d'ailleurs, ont pu se sentir un peu inutiles dans la crise. Alors, on se pose toujours cette question-là. Il faut éviter l'agitation permanente, qui peut être aussi une tentation, ça c'est évident, mais il faut que chacun trouve sa place. Et moi, je pense que d'un point de vue de l'institution, Parlement européen, je le disais avant la crise, mais je pense que c'est encore plus prononcé aujourd'hui, le Parlement européen, il doit être l'empêcheur de tourner en rond du Conseil. On sait qu'il y a des choses qui ne peuvent pas bouger au Conseil parce que les États membres arrivent avec leur position nationale et parce que chacun a des comptes à rendre au national. Sauf qu'il y a une exigence, un impératif, une vision qu'on se doit de porter, nous, en tant que députés européens. Et c'est le rôle du Parlement européen, c'est ce qu'on fait depuis plusieurs mois, c'est-à-dire c'est créer le rapport de force, le renforcer aussi, pour faire passer le message à la Commission et au Conseil que non, les discussions ne sont pas une affaire, notamment en matière budgétaire et économique, ne sont pas que l'affaire des États membres au Conseil. Le Parlement européen, quand on parlera du budget, c'est un point de détail, mais qui n'en est pas un. Le Parlement européen a un pouvoir de veto. Il peut dire non. Et donc, à la table des négociations, ce n'est pas 27 chefs d'État et de gouvernement, c'est 28 acteurs. Et ce message-là, il faut qu'on le porte, qu'on le transmette. Et je pense que les résolutions qu'on adopte, c'est extrêmement important qu'on a deux enjeux en général, c'est l'ambition et l'unité du Parlement européen. Ces deux exigences qui sont extrêmement importantes, qu'il faut réunir quand on travaille sur une résolution, parce qu'il y a un message qu'on porte à l'endroit du Conseil et de la Commission et aussi du grand public. Et moi, je voudrais dire, je suis élue depuis l'année dernière, dans une nouvelle mandature, un Parlement européen totalement reconfiguré, avec des rapports de force politiques totalement différents, un groupe Renew charnière sur lequel les deux partis, les groupes majoritaires auparavant doivent compter, avec lequel les groupes majoritaires doivent compter. Et on voit bien, on l'a vu l'été dernier au moment de la désignation des commissaires, que le Parlement n'est plus aussi maîtrisable qu'il l'était auparavant. Moi, je crois que c'est une force parce que dans la situation qu'on vit aujourd'hui, c'était vrai avant la crise du Covid, c'est encore plus vrai aujourd'hui. Il faut qu'on ait une ambition pour le projet européen. On ne peut pas se résigner oui, on ne peut pas être résigné et se dire bon bah très bien, les querelles entre les chefs d'État et de gouvernement, il faut s'en satisfaire et on va valider tout ce qui va sortir du Conseil. Non, et je pense l'un des points de déception pour moi, c'est que la présidente de la Commission n'a pas saisi différentes opportunités qu'elle avait. Elle est arrivée, elle a été élue en juillet dernier sur un programme très ambitieux. Nous, Parlement européen, on lui a demandé à plusieurs reprises de réviser la proposition de budget qui datait de l'ère Juncker, 2018, en disant bon, très bien, vous avez un programme très ambitieux, on vous a manifesté notre soutien. Dans ce cas-là, mettez en accord le budget avec vos ambitions, ce qui n'a toujours pas été fait. Elle a annoncé il y a quelques semaines un plan Marshall pour répondre à la crise. On attend des propositions très concrètes. Aujourd'hui, ce que je vois, c'est que les propositions qui circulent à couvert ou à découvert sont très préoccupantes. Et donc, ça confirme qu'il faut que nous, Parlement européen, on continue à mettre la pression. Bon, merci pour votre approche dynamique et
et encourageante, et puis aussi pour nous expliquer un petit peu les rapports de force entre les institutions et vis-à-vis des États membres. Avant de démarrer le bloc sur la réponse de l'Union européenne à la crise sanitaire, peut-être quelques points de cadrage complémentaires. Dire que nous sommes actuellement suivis par 78 personnes, donc dans les 5 départements, que c'est des personnes qui ont manifesté de l'intérêt, que par ailleurs Facebook nous suit, que Euradio nous suit, et donc naturellement nous n'épuiserons pas toutes les questions qui ont été posées, mais nous allons prendre, je dirais, un panel aussi représentatif que possible. Et là-dessus, je vais laisser la parole d'ici quelques instants pour aussi se présenter à Estelle et à Margot. Vous avez la possibilité, je m'adresse maintenant aux gens qui nous suivent, de poser des questions ou de faire des commentaires en supplément dans le cadre du chat, de façon à, je dirais, rendre les choses encore plus vivantes par rapport à ce que Valérie Hayet nous dit jusqu'à 19 h. Et peut-être je vais laisser la parole à Estelle pour se présenter, Margot se présenter, et puis Margot garde la balle pour les premières questions sur quelle réponse de l'Union européenne à la crise sanitaire. Oui. Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Troncy, je suis chargée de projet à la Maison de l'Europe en Mayenne et je co-animerai cette rencontre. Bonjour à tous, je m'appelle Margot Varlet, je suis chargée de communication à la Maison Europe à Nantes et je vais également tenter de relayer les questions qui nous parviendront lors de ce webinaire. Voilà, et donc on va essayer de diversifier les choses et donc Margot va garder la parole. Nous avons fait une petite sélection entre nous de questions qui nous semblaient très, je dirais, très adaptées aux questions qu'on peut se poser sur les réponses de l'Union européenne à la crise sanitaire. Mais Margot, peut-être tu peux démarrer avec un bloc de 2 questions. Oui, tout à fait. Donc, nous avions sélectionné 2 questions qui font d'abord écho à ce que vous disiez dans votre introduction concernant la compétence santé. Donc, une première question d'Inès qui nous vient de Vendée. Alors que la santé reste une compétence souveraine des États membres, comment l'Union européenne peut intervenir dans le domaine de la santé face à la crise du coronavirus? Et la seconde question qui vient compléter cette première nous vient de Marc qui nous demande la santé doit-elle devenir une compétence de l'Union européenne? Alors, comment l'Union européenne peut intervenir? Moi, je crois qu'elle peut intervenir dans le format aujourd'hui, au regard des traités, à double titre. Et c'est ce qu'elle a fait, d'ailleurs. La première, c'est la coordination. La coordination des actions entre les différents États membres. Ça a été fait un peu tardivement, mais ça a été fait finalement. Et donc, ça veut dire coordonner les décisions en matière de confinement, en matière de recherche, en matière, évidemment, et ça a fait l'objet... Tout à l'heure, je parlais de communication, c'est l'un des points essentiels, je pense, qui a été une vraie réussite. L'Union européenne a joué un rôle majeur pour assurer la coordination, notamment dans le transport des patients sur les zones transfrontalières. Et ça, c'est du très concret et c'est extrêmement important enfin, c'est très efficace. Donc, une compétence en matière de coordination des États membres en matière sanitaire sur les différentes actions. Et puis, j'en reviens à la question budgétaire, ça a été aussi de l'argent qui a été déployé pour la recherche contre le vaccin, pour la recherche sur le vaccin contre le coronavirus, pour financer l'achat et le transport de matériel, d'équipements de protection, pour assurer le transport transfrontalier des malades, etc. Donc, ce sont a priori, ce qui peut sembler des petites choses, mais qui sont des choses essentielles en complément des actions des États membres. Alors oui, aujourd'hui, il n'y a pas de compétences santé en propre. Je pense que c'est un élément qui doit relever de la souveraineté des États membres, ça c'est évident. Néanmoins, on part de zéro aujourd'hui, il faut pouvoir accroître la coordination et à notre échelle, à l'échelle du Parlement européen, on a une commission qui s'appelle la commission environnement et santé. Donc il y a bien une compétence santé, une approche santé au titre du Parlement européen. Ça c'est quelque chose qu'on doit développer. Il faut mettre en place une force européenne de la santé. Ça doit se mettre en œuvre dans les prochains mois.
dans les prochaines semaines même, pour coordonner l'action et puis, je pense, trouver des moyens d'accompagner à la fois en termes de financement et en termes de valeurs et de critères, d'accompagner les systèmes de santé nationaux, toujours pour aller à la hausse, évidemment, et assurer une santé pour tous les Européens. Bon, parfait. Merci pour ces réponses santé. Peut-être, Margot, tu peux enchaîner sur les deux questions suivantes sur la santé, puis je vais garder la 5e. Oui, tout à fait. Et en plus, donc, ça permet de poursuivre sur ce qui vient d'être dit. Donc, on a une question de Gérard qui nous vient de la Sarthe. Est-ce que l'Europe travaille à une autonomie de fabrication des médicaments essentiels à notre communauté? Et une dernière question de Michel à Nantes. Comment créer une coordination sanitaire au niveau de l'Union européenne, notamment pour établir une réponse commune à une prochaine crise, si prochaine crise il y a? Ça, effectivement, sur l'enjeu de souveraineté stratégique industrielle, notamment en matière de santé, c'est un des éléments sur lesquels il va falloir qu'on travaille. Tout à l'heure, je disais que la santé en propre doit effectivement relever de la souveraineté des États membres, c'est évident, mais sur la question industrielle, souveraineté sur les chaînes de valeur, on ne pourra pas y répondre sans une approche européenne. Ça, c'est une évidence. Et donc, c'est tout l'enjeu des prochaines semaines, des prochains mois. Moi, ce que je retiens de cette crise, c'est qu'il y a tout un ensemble de tabous qui sont en train d'être levés, des tabous, des dogmes. Lorsque les chefs d'État et de gouvernement se sont réunis lors du dernier sommet, il y a quand même 2 mots qui étaient presque des gros mots jusqu'à présent pour certains États membres. C'est la souveraineté et c'est la solidarité. Et ces 2 mots, ils ont fait l'objet d'une décision unanime de la part des chefs d'État et de gouvernement. Sur la solidarité, donc il faut encore y travailler sur les mesures budgétaires et économiques, mais sur la souveraineté, c'est la première fois que dans un texte, il y a un accord sur le fait qu'il faut avancer sur les chaînes de valeur et sur le rapatriement de production, notamment en matière médicale, de produits pharmaceutiques sur le terrain européen. Donc ça doit se construire en accompagnant nos entreprises sur le terrain. Ça fera l'objet c'est l'une des missions de Thierry Breton, le commissaire à l'industrie, qui a déjà une feuille de route sur la table, qui était déjà présente avant la crise, mais qui n'est que renforcée à la faveur de cette crise. Bon, merci. Effectivement, vous avez certainement raison d'insister sur le volet industriel et de solidarité et la préparation de la stratégie industrielle. L'animateur qui est face à vous a été longtemps à la Commission européenne. Il a vu aussi les changements se faire petit à petit sur les questions de santé, parce que c'est vrai que c'est un sujet étonnant qui est du domaine de compétences dites partagées, autrement dit vraiment très peu de compétences au niveau européen. Et pourtant, je découvre par exemple en préparant cette rencontre qu'on a mis en place un certain nombre de choses, comme par exemple le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies à Stockholm, qui avait été mis en place en 2005 après le SRAS de 2003. Et je dois avouer que moi-même, j'étais assez ignorant des choses qui ont été faites. Donc, j'espère, comme vous, que les choses vont bouger en termes de santé. Et en matière de santé, je vais vous en faire une petite 5e de question qui est le relais d'une personne qui nous a posé une question sur le vaccin, qui est Bénédicte en Loire-Atlantique, et qui nous dit: peut-on décider que le vaccin trouvé contre le coronavirus sera bien public mondial, avec ses conséquences sur son prix et son accessibilité pour tous? Ce qui, je dirais, fait le pont entre ce que vous disiez sur la politique européenne de recherche, qui n'est pas tellement expliquée ou rendue visible dans ces temps de crise, et c'est difficile parce que le citoyen attend des réponses immédiates alors que la recherche demande un petit peu de temps, mais aussi derrière ce vaccin, toute la dimension industrielle que vous avez évoquée, et puis la dimension mondiale, et peut-être aussi du fait que vous avez des compétences de relation avec l'Amérique latine et l'Asie. Voulez-vous, je dirais, finir avec nous ce bloc sur la crise sanitaire en montrant les différentes facettes de la crise sanitaire et en développant un peu plus sur le volet recherche, vaccin et bien public mondial, ce qu'un certain nombre d'entre nous pourraient souhaiter à coup sûr. Donc, en n'oubliant pas que l'Europe n'est pas une forteresse, mais que aussi cette pandémie est mondiale.
Oui, effectivement, mais on voit que l'Europe n'est pas une forteresse puisque ce virus n'est pas né, entre guillemets, a évolué à l'échelle du monde et donc il est parti de l'Asie, il est arrivé en Europe et puis il a traversé l'Atlantique. Évidemment, il y a une politique en matière de recherche qui doit être assumée, davantage développé. Il y a des crédits qui ont été libérés, mais il faut continuer et déployer davantage d'argent. C'est le sens aussi de l'appel qui a été lancé lundi à l'initiative de la présidente de la Commission, du président du Conseil et de certains chefs d'État et de gouvernement pour, à l'échelle mondiale, débloquer des crédits privés et publics pour la recherche contre le vaccin. Et là-dessus, bien évidemment, on aura un enjeu. Alors, il y a la question du temps, évidemment, parce qu'on aurait besoin d'une réponse rapide et immédiate. Effectivement, le temps de la recherche n'est pas le temps de l'urgence, même si je crois comprendre que la recherche n'a jamais été aussi rapide dans les réponses qu'elle apporte et dans son travail aujourd'hui. Et puis, oui, l'enjeu, ce sera, une fois que ce fameux vaccin aura été trouvé, je pense, c'est ce que dit aussi le commissaire Breton, je pense qu'en Europe, on a les moyens de trouver ce vaccin, mais à la limite, peu importe, tant mieux s'il est trouvé en Europe, mais peu importe, l'intérêt, c'est le principal, c'est qu'il soit trouvé le plus vite possible. Et après, le deuxième enjeu, ce sera quelle accessibilité de ce vaccin-là. Et ce vaccin, et je crois que là, Ursula von der Leyen, avec qui j'ai eu une réunion hier matin, a beaucoup insisté sur ce point, et je pense qu'elle a raison. Elle a beaucoup insisté sur le fait que le vaccin ne doit pas aller là où il y a de l'argent, mais là où il y a des besoins. Et effectivement, on aura un gros enjeu pour la distribution et le déploiement de ce vaccin pour s'assurer qu'il ira bien là où il y a des besoins et pas là où on en donnera le meilleur prix. Comme on l'a vu par exemple au début de la crise pour l'achat de masques. Donc là, on a un gros enjeu de solidarité. Vous parliez de biens publics mondiaux. On essaie d'identifier des biens publics européens parfois comme on peut à l'échelle de l'Union européenne, mais bien sûr, sur un enjeu comme celui-là, il faut raisonner à l'échelle du monde. Bon, merci beaucoup pour vos propos, je dirais, qui embrassent l'ensemble beaucoup de sujets sanitaires. Je me tourne vers Margot en regardant évidemment notre temps, mais peut-être une réaction à partir de ce qu'on voit sur le chat ou sur Facebook. Est-ce que nos participants, que je salue à nouveau en leur disant que malheureusement, on ne pourra pas leur donner la parole, mais par contre, ils peuvent intervenir par écrit. Est-ce qu'il y aurait des compléments ou des orientations que nous aurions vraiment oubliées dans cette question sanitaire? Par rapport à la question sanitaire, non, pas pour le moment. Pas pour le moment. Alors, je ne suis pas une spécialiste des questions sanitaires, mais le cas échéant, de toute manière, et ça vaut pour ce sujet-là comme pour d'autres, je reste disponible s'il y a des réponses que vous souhaitez que je développe. Je peux évidemment, vous faites un signe sur le chat et puis je reviendrai vers vous plus tard avec des éléments. L'élément intéressant, je dirais, à partager entre nous et avec les 75 participants, c'est que par écrit, en tout cas, il y avait beaucoup de questions sur les questions sanitaires, correspondant, je dirais, à l'inquiétude du moment, mais assez élaborées. La question du vaccin en fait partie, mais d'interrogations, je dirais, avec un public qui est plutôt orienté pro-européen. Donc, si nous le prenons dans un discours moins européen, ce que j'ai vu dans le monde, comme vous, qui parlez des somnambules de l'Europe, peut se traduire par des titres un petit peu plus agressifs en disant « mais que faites-vous, que faisons-nous, où est l'Europe ?» Mais je crois que vous avez répondu aussi précisément sur je dirais, la chronologie des choses qui se font et puis le rythme des institutions qui n'est jamais à la hauteur des urgences ou des situations nécessitant beaucoup de rapidité ou des accélérations. Un budget ou une révision de budget, c'est toujours compliqué. Ce qui va me faciliter la liaison avec le deuxième bloc de nos questions, si vous le voulez bien, qui vont être un ensemble de questions sur quelle réponse de l'Union européenne à la crise économique. Et ici, je vais passer la balle à Estelle qui va nous refaire le même type d'exercice avec des petits blocs de 2 questions. On est très bien dans notre timing. Vas-y Estelle. Micro, Estelle. C'est bon. Alors, on commence avec une question de Christelle de la Mayenne.
Comment s'engage la bataille entre les États membres et la Commission européenne sur le mode de déploiement des Corona Bonds? Et ensuite, une question d'Élodie du Maine-et-Loire. Quel pourrait être l'impact de la crise sanitaire sur la programmation 2021-2027, notamment en matière d'éducation et de formation et sur les fonds structurels? Et donc, évidemment, invitation de votre part à nous dire ce que c'est que les Corona Bonds, qui ne sont pas forcément dans le vocabulaire quotidien. J'allais commencer par ça, effectivement. Alors, on a adopté une résolution au Parlement européen au cours de laquelle on a beaucoup discuté des modalités de l'émission de dette commune, de ce que ça pouvait, de l'objectif, des modalités, etc. Et puis, parallèlement, il y a une discussion, et c'est celle-ci qui a été la plus reprise dans la presse. Il y a une discussion au sein de l'Eurogroupe, entre les ministres des Finances des États membres et puis entre les chefs d'État et de gouvernement. Et de ces discussions entre les chefs d'État et de gouvernement et l'Eurogroupe, on a retenu beaucoup de crispation, beaucoup de tension, beaucoup d'irrationnel, là où au contraire il fallait poser les choses, ramener du rationnel. Et en clair, les Néerlandais, pour ne pas les citer, ont affirmé que jamais ils accepteront de payer la dette des Italiens ou des Espagnols qui ne savent pas gérer leur argent. Or, on n'est pas du tout dans une approche comme celle-ci, absolument pas. Ce sur quoi, alors peut-être sur les Corona, je vais faire une distinction entre les eurobonds, qui sont issus de la crise financière de 2008 et qui sont finalement la mutualisation de dettes passées. Là, il ne s'agit pas de dire, et c'est aussi ce qui a fait l'objet de négociations ardues au sein du Parlement européen, il ne s'agit pas de dire on va mutualiser des dettes passées, mais au contraire, il s'agit de dire on va mutualiser, on va faire de l'émission de dettes communes pour assurer des investissements communs pour répondre à la crise dans le cadre de cette relance et puis dans les années qui vont suivre. Ça a fait l'objet d'une bataille assez importante à l'échelle du Conseil, mais aussi à l'échelle du Parlement européen. Ça a un peu, il y a une polémique qui s'est fait jour, mais la réalité, c'est quoi? C'est que là encore, on arrive dans un moment inédit où enfin, on accepte, pour revenir aux discussions au Parlement européen, on accepte une idée nouvelle qui était un tabou pour certains. Je suis membre d'un groupe politique et au sein duquel il y a aussi beaucoup de tensions, différentes approches. On est 98 membres, il y a des Espagnols, des Italiens, des Néerlandais, des Danois, des Tchèques, et bien sûr, on a une approche différente. Et souvent, sur les questions économiques et budgétaires, c'est pas tant l'étiquette politique qui compte, mais c'est plutôt la nationalité qui compte. Et donc, quand on a discuté à l'échelle du Parlement européen pour trouver une solution innovante pour répondre financièrement et budgétairement à la crise, bien sûr, il y a des discussions très tendues avec mes collègues de certains États membres, mais on a trouvé une solution de compromis, notamment en les rassurant sur le fait qu'on n'irait pas vers une mutualisation des dettes passées. Une fois qu'on a dit ça, ce qu'on a voté au Parlement européen, et le message très clair qu'on voulait envoyer aux chefs d'État et de gouvernement, c'est un message de solidarité, c'est il faut mutualiser les dettes, il faut que la solidarité européenne se traduise en actes. C'est très bien que la Banque centrale européenne, que la Banque européenne d'investissement, que le mécanisme européen de stabilité aient été mis en œuvre, c'est nécessaire, mais ça ne concerne pas toute la zone euro. Et ensuite, il faut aller au bout de l'intégration européenne en matière de solidarité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut s'engager vers l'émission de dettes communes pour financer des investissements communs. Une fois qu'on a dit ça, il y a 1000 options, il y a 1000 manières de mettre en œuvre les Corona Bonds ou les Recovery Bonds. Ça peut être la simple émission de dettes communes qui permettra d'avoir des taux d'intérêt inférieurs, jusqu'à l'hypothèse la plus intégratrice selon moi et la plus intéressante selon moi et qui doit vraiment avoir et qu'on doit vraiment considérer, l'émission d'une dette perpétuelle qui serait remboursée par les ressources propres, c'est-à-dire des nouvelles ressources qu'on donnerait au budget de l'Union européenne. Voilà, on a 1000 options sur la table. Le message qu'on veut faire passer, nous, Parlement européen, aux chefs d'État et de gouvernement, c'est attention, l'émission de dette commune qui permettrait aux États membres seulement, entre guillemets, de bénéficier de taux d'intérêt faibles, ça ne suffit pas.
l'Italie, l'Espagne ont déjà de quoi aller chercher des prêts à taux intéressants sur le marché. Il faut aller au-delà, il faut émettre une dette commune et la redistribuer via des subventions, par exemple. Donc ça, c'est tout l'objet des discussions qui vont arriver dans les prochains jours au Parlement et au Conseil. La deuxième question, c'est les implications sur les négociations. On m'a posé la question hier. Le plan de relance, le plan Marshall, tel qu'annoncé par la présidente de la Commission, doit s'appuyer sur deux éléments. Le plan de relance et le cadre financier pluriannuel, donc le budget pour les années 2021-2027. À aucun moment, et nous y serons très vigilants, à aucun moment il ne s'agit de réduire le budget 2021-2027 parce qu'on aura mis en œuvre le plan de relance. Au contraire, le plan de relance, il doit venir répondre à la crise. La crise, et d'ailleurs les chiffres sont tombés aujourd'hui, la Commission évalue à au moins 7 points de perte de PIB en moyenne sur les 27. Donc ça veut dire que le plan de relance, il doit répondre à la crise en magnitude, en ampleur. C'est entre 8, 12, voire 15 points de perte de PIB. Il faut que ce plan de relance, il soit autour de 1000 à 1500 milliards d'euros en plus de ce qui a déjà été mis sur la table. Mais ça ne veut pas dire que ça doit se suffire, et au contraire, ça vient en plus du budget européen. Et alors, sans aller trop dans la technique, dans le jargon, dans la bulle, on parle de non-paper, donc c'est des papiers non officiels qui sont diffusés, à dessein ou pas d'ailleurs, sur ce que projette la Commission pour répondre à la crise. Ce qui est sorti est extrêmement préoccupant parce qu'en clair, et si je réponds, si je la fais courte, la Commission va utiliser tout un tas de mécanismes qui peuvent être intéressants préindépendamment et si utilisés de manière modérée, mais qu'elle multiplierait et qu'elle utiliserait de manière excessive pour faire une politique d'affichage en disant bah voilà, on a mis tant de milliards d'euros sur la table, sauf qu'il y a des effets contre-productifs majeurs, notamment ce qu'on appelle le front-loading, c'est-à-dire pour le budget européen, sur la période 2021-2027, dire on met le paquet sur les 3 premières années, mais avec un risque fondamental, c'est qu'on n'ait plus rien. On n'est plus rien pour financer les années suivantes et que donc on n'ait pas un budget sur la période 2025, 2026, 2027, qu'on n'ait plus un budget digne de la première économie du monde. Donc ça va être un des points d'alerte pour le Parlement européen. Pas d'entourloupe sur la proposition budgétaire et économique. Et donc, sur tous les programmes sur l'éducation, sur InvestEU, etc., on sera extrêmement vigilant à ce qu'il n'y ait pas de coupe. Et je pense aussi à un autre programme, et j'en termine. Certains programmes qui pouvaient être moins glamour ou moins sexy et qui avaient fait l'objet de coupes soit par la Commission, soit par de propositions de coupes par le Conseil, qui reviennent de manière importante. C'est le cas à la faveur de la crise, c'est le cas par exemple sur l'aide alimentaire, le Fonds européen d'aide aux plus démunis par exemple, avec des coupes qui étaient prévues. La position du Parlement européen, c'est de ne pas en faire, ou en tout cas de réduire, de conserver une enveloppe importante. Et ça, c'est peut-être aussi, par exemple, un programme qui va revenir au goût du jour compte tenu de la crise, de la difficulté de la crise qu'on traverse. Bon, difficultés effectivement multiples et puis nécessité d'avoir des parlementaires bien compétents et bien actifs sur les questions budgétaires. En même temps que je vous écoute et avant de rendre la parole à Estelle pour un deuxième bloc, je vois que certains de nos écrivains nous interrogent aussi sur la Banque centrale européenne, enfin sur les éléments de l'actualité. Peut-être pouvez-vous en dire un mot, parce qu'effectivement, là, on parle de commission, de conseil du Parlement. La Banque centrale et la décision qui vient d'être prise par le Conseil constitutionnel la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, sans nous faire des journalistes complets de l'actualité, peut-être voulez-vous ajouter un point d'actualité là-dessus? Est-ce que c'est une épine dans le pied? Est-ce que c'est un problème très sérieux? Alors, dans le message qui est renvoyé, oui, c'est un problème sérieux, parce que on a un problème constitutionnel aussi. Hein. Une Cour constitutionnelle nationale se permet de juger du droit européen. Donc là, on a quand même un problème de droit et de hiérarchie du droit. Et puis, dans le message qui est renvoyé par les institutions allemandes, ça reste préoccupant, évidemment. Et pour rassurer les marchés, ça n'est pas ni le bon moment, ni le bon message. Néanmoins, et donc oui, il peut y avoir une sorte de schizophrénie quand on
de l'Allemagne, qui est à la fois membre de la zone euro, qui ne veut pas de mutualisation de la dette et qui remet en cause l'indépendance de la Banque centrale européenne. Bon, en tout état de cause, cette décision, elle a été prise. La Cour donne 3 mois à la BCE pour apporter des éléments de précision. La Banque centrale européenne le fera. Il me semble aussi que la décision de la Cour ne concerne pas spécifiquement les mesures d'urgence qui ont été prises. Donc oui, c'est une brèche, c'est un très mauvais signal qui est envoyé, mais moi, je veux rester positive. Je sais que ça n'est pas une fin. Donc, il y aura des déploiements encore et des développements dans les prochaines semaines. On a un vrai sujet sur le rôle de l'euro, bien sûr. Et c'est, là encore, en termes de timing, de calendrier, face à la crise, c'est vraiment un très mauvais signal qui est renvoyé. Sans jouer les oiseaux de mauvais augure, c'est vrai qu'on se pose tous la question de l'explosion de la zone euro, on se pose tous la question de la prolongation et du projet européen. Je crois qu'on est très majoritaire, si ce n'est unanime autour de la table aujourd'hui, pour dire qu'on est tous des pro-européens convaincus et qu'on a envie de sortir renforcés de cette crise. Il faudra tirer les enseignements et les conséquences d'un certain nombre de décisions qui sont prises au niveau national. Bon, merci beaucoup. Je vois l'heure qui tourne. Peut-être, Estelle, encore une question sur la question économique et puis on va aller vers l'avenir du projet européen. Tout à fait. Alors, on a une question d'Alice de Vendée qui nous demande si l'Europe serait-elle prête à déclencher un semblant de plan Marshall après la pandémie pour redresser l'économie des pays européens touchés. C'est tout l'objet et d'ailleurs la présidente von der Leyen l'a appelé un plan Marshall de l'économie, c'est tout l'objet des propositions qu'elle va faire dans les prochains jours. Elle devait les faire aujourd'hui d'ailleurs, et puis elle a reporté, donc c'est reporté à fin mai. Un plan Marshall qui serait assis sur deux outils, comme je l'ai dit tout à l'heure, le fonds de relance et le budget européen. Je pense que ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même des éléments positifs. La Commission veut asseoir ce plan de relance sur le budget européen. Le budget européen, c'est l'instrument de solidarité le plus largement admis par tous les États membres au sein de l'Union européenne. Et donc, c'est un bon outil, un bon instrument. L'enjeu pour les prochains jours, c'est nous, en tant que Parlement européen, de continuer à actionner le rapport de force pour qu'on ait un plan Marshall qui soit à la hauteur, en termes de masse. Un plan Marshall qui ne soit pas que des prêts. Il peut y avoir un peu de prêts, mais il faut surtout des subventions, des investissements directs. Je voudrais rappeler que le plan Marshall auquel on fait référence était composé à 90% de subventions. Et donc, c'est là tout l'enjeu, c'est comment la solidarité va se traduire à l'échelle de l'Union européenne. Et bien sûr, même d'un point de vue purement basique et voire même cynique, les Pays-Bas, là encore pour ne pas les citer, ont tout intérêt à ce que la situation économique en Espagne, en Hongrie, en Lituanie, au Portugal soit la meilleure. Parce que les Néerlandais, les Néerlandais, les Allemands par exemple, sont les premiers bénéficiaires du marché intérieur. Donc le plus le marché intérieur fonctionnera bien au sein de l'Union européenne, le plus ce sera dans l'intérêt de ceux qu'on appelle les radins, les frugaux, et c'est tout l'enjeu là encore. Les deux maîtres mots qui sont sortis du dernier conseil, c'est souveraineté et solidarité, et sur la solidarité, on a encore beaucoup à faire. Bon, effectivement, vous êtes en écho avec ce que disait le commissaire Breton aussi, qui rappelait, je dirais, les fondamentaux du marché intérieur et les pays exportateurs. Je vois qu'on a encore pas mal de questions sur le terrain économique. Je vais tout de même vous en faire une petite dernière sur l'économie, mais pour juste une courte réponse, et après on passe à notre dernier bloc, mais je ne voudrais pas l'oublier parce que ça a été posé par plusieurs personnes, qui est la question de l'association des villes à l'élaboration et la mise en œuvre du plan Marshall. Et je dirais les villes et les régions. Je salue dans nos participants des gens qui sont des décideurs au conseil régional et des décideurs dans les métropoles et dans les villes. Et ce sujet-là, je le connais moi depuis longtemps et c'est toujours un sujet de frustration pour les acteurs locaux et régionaux. Souvent, parfois, de se dire que les grandes discussions budgétaires, c'est les États, c'est le Parlement, mais comment vous voyez les choses et aussi quelles sont vos relations éventuellement avec le comité des régions? C'est un vrai sujet quand on est parlementaire et
auquel je suis d'autant plus sensible parce que je suis aussi élue locale. Et évidemment, j'ai beaucoup entendu dire aussi, et à raison, je peux le comprendre, hein, des critiques sur le fait qu'on parle de milliards d'euros, mais comment ça se traduit sur le territoire. Moi, en tant que citoyenne mayonnaise, élue locale, bien sûr, je suis extrêmement vigilante et je suis intéressée par savoir comment, une fois qu'on prend la décision, l'argent arrive directement sur les territoires. Et c'est ça l'essentiel. Parce que si on prend la décision, mais qu'une fois qu'elle est prise, on ne sait pas comment ça arrive sur le terrain, ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas d'importance. Néanmoins, la première bataille, c'est débloquer les sommes d'argent. Ensuite, comment on fait pour que par les différents canaux, cet argent arrive le plus vite sur le terrain. La première décision prise par la Commission, l'une des premières décisions prises par la Commission, ça a été de débloquer ou de rendre plus flexible l'utilisation des fonds de cohésion. Donc, les autorités de gestion, départements ou régions, ont pu utiliser les reliquats de FEDER ou de FEADER ou de FSE pour les orienter directement vers des réponses à la crise, l'accompagnement des TPE-PME, la recherche contre le vaccin, etc. etc. Donc oui, les acteurs sur le terrain sont extrêmement importants et c'est le principe même, c'est l'essence même, je crois, de l'architecture de l'Union européenne. Il y a les décisions qui sont prises au niveau européen et puis il y a les déclinaisons nationales et les déclinaisons territoriales. Et évidemment, il y a une relation que je qualifierais de privilégiée entre l'Union européenne et les régions, les acteurs du territoire. Souvent, on dit que les régionalistes sont les plus pro-européens et les plus pro-européens sont les plus régionalistes. Et ça, c'est une réalité sur le terrain. Après, sur le plan Marshall, là encore, je le redis, l'enjeu aujourd'hui, c'est de débloquer suffisamment d'argent. Dans la foulée, qu'est-ce qu'il faudra faire? C'est identifier ce qu'on a déjà pu faire, mais identifier les secteurs sur lesquels il faudra investir et travailler directement avec les acteurs du territoire pour que cet argent soit débloqué le plus tôt possible. Ça arrivera dans les prochaines semaines, une fois que les discussions auront avancé un petit peu. Donc ça, je pense que ce sera plutôt à l'été ou à la rentrée prochaine. Mais c'est un élément extrêmement important, effectivement. Bon courage et puis aussi bonne coopération avec le comité des régions puisqu'on a la chance d'avoir plusieurs élus en Pays de la Loire qui sont actifs au comité des régions. Et puis je vois le temps qui passe et je ne résiste pas au plaisir de passer à notre dernier bloc parce qu'un certain nombre de questions n'étaient pas centrées uniquement sur le sanitaire ou sur l'économique, mais étaient, je dirais, des interrogations un petit peu globales sur l'avenir du projet européen. On va essayer de vous faire un petit panel avec des questions éventuellement un petit peu plus impertinentes. Et donc, la parole est libre. Donc, je la donne à Estelle pour démarrer. Oui, alors on va commencer avec une question de Margot de Vendée. Pensez-vous que la crise du Covid-19 va renforcer la montée de l'extrême droite en Europe, comme on peut le voir en Hongrie? Et on va enchaîner avec une autre question de Francis Sarthe. Que répondez-vous aux gens qui disent que la crise sanitaire a montré le peu de poids du Parlement européen au sein des institutions européennes? Bon, sur la deuxième question, vous y avez répondu en partie, mais enfin, voilà des gens, nous faisons les transmetteurs vraiment de la question comme elle a été posée. Oui, sur le poids du Parlement européen, je ne sais pas si c'était s'il y a un révélateur dans cette crise. Pour moi, l'enjeu en tant que parlementaire européenne, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est d'être l'empêcheur de tourner en rond du Conseil. On a, peut-être plus que les parlements nationaux, on a agi, on a siégé, alors il a fallu un petit peu de temps, mais la réalité, c'est que on a fait des choses. Après, oui, il faut qu'on soit audible. Et souvent, la presse retient plutôt ce qui se passe à l'Eurogroupe, ce qui se passe au Conseil, ce que dit la présidente de la Commission, que ce qui se passe au Parlement européen. Donc, on a un gros enjeu de communication aussi au Parlement européen. C'est l'objet des discussions qu'on a très régulièrement avec le président Sassoli. Moi, en étant membre de l'équipe de négociation du budget, on fait des points réguliers avec lui, notamment sur la stratégie de communication. Alors, je comprends qu'on n'est pas tout à fait audible, mais on fait des choses et ce rapport de force qu'on crée, il est vraiment extrêmement important. Et la première question, pardonnez-moi. Ah oui, oui, il y a des c'est vrai, c'est vraiment, est-ce que toute cette crise ne va pas nous entraîner vers un désastre démocratique? Bien sûr, il y a un gros enjeu qu'on partage tous. Il y a une vraie préoccupation que moi-même, je partage. C'est-à-dire que tout à l'heure, je vous parlais de la Chine.
qui a communiqué et de l'enjeu de la communication. Bien sûr, tout n'a pas été parfait dans la réponse à la crise et il reste beaucoup à faire. Néanmoins, en plus de ça, on communique souvent assez mal et on donne des raisons aux populistes, aux extrémistes de remettre en cause le projet européen. L'Union européenne, pour moi, c'est avant tout des valeurs de solidarité, notamment de respect de l'état de droit, etc., etc. Les valeurs de solidarité, certains chefs d'État et de gouvernement n'ont pas su les démontrer. Les valeurs de respect de l'état de droit, on voit ce qui se passe en Hongrie, en Pologne. Malheureusement, il y a un certain nombre de brèches qui étaient déjà présentes avant la crise et qui sont renforcées pendant la crise. Donc, il faut pouvoir y répondre, il faut que l'Union européenne y réponde. Et puis, donc là, on a un vrai sujet sur le respect de l'état de droit sur lequel il va falloir se pencher immédiatement, mais aussi dans les prochaines semaines, en lien avec le budget aussi, parce qu'on peut avoir un effet levier en la matière, faire passer des messages forts. Et puis, je reviens à l'exemple de l'Italie. Quand la présidente Ursula von der Leyen s'adresse à la presse italienne en pleine crise, au début de la crise, en parlant de Green Deal, de digital, et sans un mot sur le Covid, alors que les Italiens étaient en plein confinement, c'est une erreur magistrale, évidemment, et elle s'est excusée. Alors, évidemment, le digital et le Green Deal sont des priorités qu'il faut encore avoir en tête et qui seront des éléments de la relance. Mais il y a eu des fautes, des erreurs très importantes commises. À côté de ça, parallèlement, ce que je vois au Parlement européen, c'est que mes collègues des extrêmes sont absolument pas mobilisés. Et mes collègues des extrêmes, ils sont sur des positions simplistes, électoralistes. Ils ne cherchent pas à trouver des solutions. Ils ne cherchent pas à construire avec nous. Et donc, on aura un gros enjeu. Là encore, c'est la communication pour pouvoir convaincre et faire passer des messages positifs sur le fait que l'Union européenne a apporté des réponses, qu'elle est là. Et là encore, si je veux en tirer le positif, on a beaucoup critiqué l'Europe. Pourquoi on l'a critiqué? C'est parce qu'on a aussi des attentes très fortes à son endroit. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. On aura un enjeu dans les prochaines semaines et une opportunité avec la conférence sur l'avenir de l'Europe qui doit permettre d'engager un grand débat sur ce qu'on attend et ce qu'on veut du projet européen. Bon, c'est très bien. Vous êtes vraiment porté, je dirais, par l'avenir. Mais en tout cas, sur l'avenir, je donne la parole à Margot. On a encore probablement 2 questions qu'on va essayer de glisser dans le temps qui nous reste sur l'avenir du projet européen, avec des appels à des réponses courtes, mais vous maîtrisez bien le temps. Je dirais pour répondre vraiment à des inquiétudes ou des sollicitations qui nous sont venues. Alors, j'ai une première question d'Isabelle qui nous demande « La crise sanitaire du Covid-19 peut-elle remettre en question le Green Deal européen ?» Et une seconde question qui vient d'apparaître dans le chat de Michel. « L'Europe vous protège, ne cesse-t-on de dire quels moyens l'Union européenne peut trouver dans la crise sanitaire pour s'affirmer offensive dans la défense des citoyens et la préservation des libertés individuelles ?» Sur le Green Deal, au contraire, la relance va être un moyen d'accélérer le Green Deal. Toutes les priorités qui étaient sur la table, le Green Deal, la digitalisation, l'agenda social aussi, finalement, cette relance doit être, les deux vont de pair et vont se nourrir. Donc, il va falloir aussi qu'on travaille. Là, on a accompagné, on a pris des mesures d'urgence sans conditionnalité. Mais demain, dans la relance, il faudra mettre en œuvre des conditionnalités. Peut-être qu'on y travaille avec mes collègues, mettre en place des conditionnalités pour bénéficier des fonds issus du fonds de relance. C'est-à-dire pas de fonds si le projet ou l'entreprise ou l'État membre ne respecte pas les accords de Paris. Donc ça, moi, je suis très confiante. Je pense qu'au contraire, cette crise, la relance qu'on va orchestrer, organiser, va permettre de nourrir et de conforter l'objectif du Green Deal. Sur la question des citoyens, du respect de l'état de droit, c'est un enjeu fondamental. Et on a vu, comme j'ai dit tout à l'heure, que Orban, par exemple, saisit cette opportunité pour continuer à remettre en cause les droits des minorités, à bafouer le principe d'indépendance de la justice, à dominer le pouvoir législatif, à s'octroyer les pleins pouvoirs pour une durée illimitée. Donc là, on a un vrai enjeu, je le disais, l'Union européenne, c'est aussi des valeurs de respect des minorités, de l'état de droit, il faut que l'Union européenne se positionne très fortement. Les commissaires en charge de ces sujets
ont communiqué cette semaine, à l'endroit de la Pologne notamment. On a une vraie alerte et effectivement, l'Europe, ça n'est pas qu'un marché. L'Europe, c'est aussi un projet politique et c'est une vision pour les citoyens. En tant que Française, je suis extrêmement attachée et je suis très soucieuse d'entendre, j'ai 2 de mes collègues qui sont hongroises et qui prennent de plein fouet les attaques d'Orban. Et pour moi, c'est extrêmement important d'échanger avec elles parce qu'on peut aussi avoir, je vous parlais tout à l'heure de conditionnalité des aides, il faut trouver cet équilibre entre protéger les droits des citoyens et puis sanctionner les États membres. Et sur les conditionnalités des aides, typiquement, il ne faut pas dire bon, en Hongrie ou en Pologne, on a des problèmes avec le respect de l'état de droit, donc on supprime les aides européennes. Non, parce que en fait, qui va être lésé, ce sont les acteurs sur le terrain. Donc il va falloir qu'on trouve des mécanismes pour s'assurer que l'argent, et je reviens toujours à l'argent, pardon, mais c'est parce que aujourd'hui, il faut aussi qu'on construise un projet politique et je vous invite vraiment à participer à la conférence sur l'avenir de l'Union quand elle sera définie, parce qu'on pourra se projeter de nouveau vers une vision et un projet très fort pour ce qu'on veut construire ensemble à l'échelle de l'Union. Bon, merci beaucoup. On n'aura pas le temps de tout couvrir. Il y avait effectivement un peu aussi les préoccupations, et je les vois aussi dans le chat sur le bloc de la libre circulation. Enfin, est-ce que tout ceci ne va pas aboutir à une implosion de l'espace Schengen? Enfin, est-ce qu'on sera capable de revenir tout de même à des fondamentaux de libre circulation? Est-ce qu'on va aussi arriver à sauvegarder la belle mobilité des jeunes telle qu'on veut la promouvoir avec Erasmus et d'autres dispositifs? Peut-être pouvez-vous prendre cette question et puis je dirais ajouter un mot final pour nous encourager aussi à continuer à nous intéresser à l'Europe, ce que nous faisons tous, mais de la manière positive et combative qui a caractérisé cette rencontre. On est dans une période exceptionnelle, avec des mesures exceptionnelles qui sont mises en œuvre. Alors, bien sûr, on ne pourra pas revenir demain à la situation d'avant, notamment sur la question des frontières. On va revenir à la normale progressivement. Quand? Je ne le sais pas. Il va falloir que ce soit fait de manière coordonnée, ça c'est évident. Sur la question d'Erasmus, par exemple, Erasmus, c'est l'une des réussites majeures du projet européen. Je n'imagine pas qu'on ne retrouve pas ce modèle-là, qui est vraiment l'un des programmes phares de l'Union européenne et qui parle à beaucoup d'Européens et de citoyens européens et qui un programme qui participe de la construction de la citoyenneté européenne. Donc, je n'ai pas d'inquiétude sur le fait que on pourra revenir, là encore, je ne sais pas quand, malheureusement, mais qu'on pourra revenir rétablir les échanges et le format Erasmus tel qu'il existait jusqu'à ces dernières semaines. C'est une parenthèse sur ce volet-là. Un mot d'encouragement, peut-être. Moi, je suis au début de mandat. Je veux croire qu'on peut faire bouger les lignes. On est arrivé dans un Parlement européen totalement reconfiguré, avec beaucoup à faire. Moi, je me suis engagée parce que je pense que je constate que l'Europe est au milieu du gué, qu'on n'a pas de projet politique, que le dernier projet qu'on a eu, c'était finalement l'euro, qui n'a pas embarqué, qui ne concerne pas tous les États membres aujourd'hui. On n'a plus de projet politique. Ce projet politique, il faut qu'on le construise ensemble. Et là encore, j'ai déjà évoqué à plusieurs reprises, il y a un moment démocratique très fort qui va arriver, c'est la conférence pour l'avenir de l'Union. On a un enjeu fondamental, nous, institutions, et nous aussi, vous, représentants sur le terrain de l'Europe, c'est de faire en sorte qu'il y ait un maximum de parties prenantes et d'acteurs et de citoyens qui s'inscrivent dans cette démarche sur la conférence sur l'avenir de l'Europe, parce que c'est grâce à cette démarche qu'on va pouvoir construire une Europe qui correspondra à ce qu'on veut, à ce qu'on attend les citoyens. Donc c'est un moment démocratique très fort, et pour moi, ce sera un nouveau départ pour ce projet européen, et donc forcément un horizon des possibles qui va se dessiner et qui est, pour moi, je trouve très enthousiasmant. Bon, merci énormément pour cet esprit positif et encourageant. Je vérifie, puisque vous êtes toujours là auprès d'Estelle et de Margot, que nous n'avons pas raté tel ou tel message, je dirais, important. Estelle, Margot, voulez-vous dire quelque chose?
Il y a beaucoup de questions. Malheureusement, on ne va pas toutes pouvoir les, les poser. Là-dessus, pardon, je vous coupe. Je suis disponible. J'ai une permanence parlementaire, un collaborateur. Vous allez trouver facilement mes coordonnées et vous pouvez d'ailleurs les diffuser. Pour moi, c'est extrêmement important d'avoir des échanges les plus nourris possibles parce qu'on l'a dit à plusieurs reprises et je l'ai vu d'ailleurs dans le chat, oui, il y a un déficit de pédagogie et de communication et en tant que députée européenne, je pense que ça fait partie de ma mission, d'une de mes missions, de pouvoir être cet ascenseur, c'est-à-dire prendre le pouls sur le terrain, faire remonter les infos et les faire redescendre. Et ces moments-là, à défaut de se voir physiquement, c'est des moments extrêmement importants. Donc, vraiment, n'hésitez pas à me solliciter. Je suis là pour ça aussi et surtout pour ça. Bon, alors je vais me contenter. Allez-y, allez-y. Oui, est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on vous envoie les questions qui n'ont pas été, auxquelles ils n'ont pas été répondus et puis on... Ok, oui, faites-le et j'y apporterai des réponses avec grand plaisir. Très bien. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon, remerciements, félicitations et remerciements aux 75 personnes qui nous ont suivis. Désolé de ne pas avoir pu tout dire et tout traiter, mais je confirme pour avoir été en contact rapide avec Valérie Hayet et de ma pratique antérieure de la Commission européenne que vous êtes une députée très facile à joindre et très ouverte et encline au dialogue. Donc ça, c'est évidemment tous les ingrédients dont on a besoin pour porter l'intérêt de nos citoyens aux questions européennes. Merci beaucoup et je crois que nous allons absolument respecter l'horaire et vous libérer à 19h. Et donc, je remercie mes copilotes Estelle et Margot et l'ensemble des participants. Merci à vous tous et à bientôt. À une prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.